Bonjour chers frères et sœurs, je vais parler de la question de l'esclavage et de la servilité en Égypte antique et en Afrique noire. Parce que quand on regarde la définition qui est donnée par des dictionnaires de la langue française, on peut arguer qu'il n'y avait pas d'esclaves en Égypte antique. Mais on ne peut pas dire non plus qu'il n'y avait pas de servilité. Vous voyez. On peut dire que l'esclavage, c'est la servilité, disons, la plus dure qui soit. Alors, je prends ici un dictionnaire, donc c'est à travers, disons, Wikipédia, mais il y a le dictionnaire du petit Robert aussi, que l'esclavage est un système juridique et social qui applique le droit de propriété aux individus dits esclaves, par opposition, disons, à ceux qui sont libres. Et le propriétaire d'un esclave a le titre de maître. Oui. Et il est dit ici que l'esclave est défini comme un outil animé par Aristote. Vous voyez. Aristote, cet ancien des choses de la Grèce antique, pour ne pas faire de répétition, il dit que l'esclave, là, c'est un outil animé. Et il distingue l'esclave du serf ou du captif ou du forçat. Donc, cela veut dire que chez les Indo-Européens, l'esclave est comme un meuble. Et c'est ce que dit d'ailleurs, comment on appelle cela, le code noir. Pour eux, pour les Indo-Européens, l'esclave, c'est comme un outil, c'est-à-dire c'est comme une table, etc. Oui. Donc, le maître a le droit de vie et de mort sur lui, selon son bon vouloir, selon son gré. Or, en Égypte antique et en Afrique, il n'en était pas ainsi. Il n'en était pas ainsi. Bon, il y a une autre définition, par exemple, qui dit que l'esclave, c'est un individu qui est privé de sa liberté ou d'une partie de celle-ci par rapport à des règles qui sont en vigueur dans un pays à une époque considérée. Mais, je le dis, est-ce à dire qu'il n'y avait pas de servilité en Afrique? Je vois que la différence entre l'esclavage pratiqué par les Indo-Européens et l'esclavage, enfin la servilité pratiquée par les Indo-Européens, c'est ça qui est l'esclavage. En Afrique noire et en Égypte antique, il y avait la servilité, mais pas l'esclavage. Mais cela ne veut pas dire que la servilité n'est pas une privation de liberté. La servilité aussi est une privation de liberté. Ça aussi, il faut qu'on se le dise. Parce qu'en Afrique, celui qui est dans une situation de servilité, son maître n'a pas droit de vie et de mort sur lui. Je vais vous expliquer en quoi. En Afrique, celui qui est retenu captif, qui est servile, il est toujours considéré comme un être humain. Or, les Indo-Européens, eux, ils voient l'esclave comme un meuble. C'est-à-dire, ils lui dénient sa nature humaine. C'est ça qui fait la différence. Et donc, c'est pour ça que je comprends certains qui disaient que en Égypte antique, il n'y avait pas d'esclaves. Si on tient compte seulement du fait que en Égypte antique et en Afrique noire, il n'y avait pas un déni de l'humanité de celui qui est en captivité, de celui qui est servile. Dans ce cas, on peut dire qu'il n'y avait pas d'esclaves. Oui. Donc, cela veut dire que la notion même d'esclave même a besoin d'être définie. Parce que c'est un mot indo-européen, ce n'est pas un mot africain. Ce n'est pas un mot de l'Égypte antique. Ce n'est pas un mot de l'Égyptien ancien. Ce n'est pas un mot démotique. Ce n'est pas un mot copte. Ce n'est pas un mot hiératique, non. Vous voyez. C'est ça qui fait problème. Si on tient compte de la définition de l'esclave, tel que cela est dans le code noir, et tel que on le voit avec Aristote qui dit que c'est un meuble animé. Donc l'esclave est assimilé à un meuble, à une table, à une chaise, à un bâton, etc.
voyez. Mais en Afrique, non. Ni en Égypte antique, ni en Afrique. L'être humain garde toujours sa dignité d'être humain. C'est ça qui fait la différence. Donc, si on tient compte de cette définition-là, d'Aristote et du code noir, il n'y a pas eu d'esclaves en Afrique. Il n'y a jamais eu d'esclaves en Afrique, ni en Égypte antique. Mais la servilité existait. La servilité, là, on ne peut pas la nier. Il y avait servilité en Égypte antique. Il y avait servilité en Afrique noire. Parce que celui qui est dans les liens de la rétention, il ne perd pas sa dignité humaine. Non, 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 il ne perd pas sa dignité humaine. En Égypte antique, il y avait un terme pour désigner le serviteur, c'est Bak. Oui, Bak, c'est-à-dire le serviteur, celui qui sert son maître. Oui. Mais il faut dire que l'attitude des populations sémites a exaspéré les Khmets, c'est-à-dire les anciens Égyptiens. Ça les a exaspérés. Parce que les anciens Égyptiens, ils étaient des agriculteurs. Mais souvent, ces peuples sémites-là, les Hébreux et autres, ils venaient avec les Hittites, les Hyksos, ils faisaient des pillages. Puisque eux, souvent, c'était des peuples errants dans le désert, c'était des peuples nomades. Donc, ils venaient faire des pillages. Et ça exaspérait les Égyptiens anciens. Vous voyez? Et donc, c'est ce qui fait que, alors, à un moment donné, ils ont usé d'un moyen de coercition très fort contre ces peuples-là. Vous voyez, un moyen de coercition très fort contre ces peuples-là. Mais, même s'ils faisaient des travaux, ils avaient toujours une part que leur maître leur donnait. Et c'est ce qui se faisait en Afrique. Par exemple, chez les populations Akan, alors je le dis, le peuple Akan le plus connu, c'est le peuple Ashanti. L'homme qui est dans la servilité, là, donc concernant cela, concernant l'Afrique, je ne vais pas utiliser le mot d'esclave, je vais utiliser le terme de servilité. Chez les Tuifo, les Ashanti et autres, celui qui est dans le lien de la servilité, on l'appelle Donko. Chez les Baoulou, on dit Kanga. Chez les Agneaux aussi, on dit Kanga. Oui. Quand il travaille, le tiers de ce qu'il gagne lui revient. Et puis les 2 tiers reviennent à son maître. C'est comme ça. Et puis on ne lui dénie pas son humanité. Jamais. Chez les Akans, le maître même peut donner sa propre fille en mariage à son serviteur, à celui qui est dans la servilité. Et puis il n'est pas attaché, enchaîné en permanence comme les Indo-Européens le faisaient. Non. Par exemple, chez les Aladjans, un peuple Akan, la Guinée de Côte d'Ivoire qui est dans la région de Jacquesville, voilà comment ils procédaient. Ils faisaient un rite, un rituel où ils mâchaient de la cola. Enfin, le maître mâchait de la cola. Et puis il crachait dans le visage de l'homme qui est dans la servilité. Et il lui disait, oublie ton origine, oublie d'où tu viens, accepte de vivre ici avec nous. Voilà le rituel qui était fait. Voilà le rituel qui était fait. Il n'est pas enchaîné, non, pas du tout. Et quand il travaille, il y a le tiers de son revenu qui lui revient et les 2 tiers à son maître. C'était comme ça. On a même des cas de serviteurs, en fait, des gens de la servité qui sont devenus riches, qui eux-mêmes aussi ont acheté d'autres personnes. Mais chez les Akans, il y avait différents degrés de servilité. Le Donko, le Kanga, c'est celui qui a été acheté, notamment avec de la poudre d'or. Celui-là, il occupe le bas de l'échelle, mais il est membre du lignage de son maître. Voilà ce qui fait la différence entre la servilité en Égypte antique et en Afrique noire avec ce que les Indo-Européens ont fait. Vous voyez? Il est considéré comme un membre de la famille de son maître. C'est pour ça que quand les Égyptiens, les livres de l'Exode où les Hébreux parlent d'un dur esclavage que les ancêtres ont subi en Égypte, bon, on est étonné. Vous avez vu la situation de Joseph. Joseph était serviteur de Potiphar. Mais quand on lit bien, on voit bien que Potiphar traitait très bien Joseph. Vous voyez, Joseph n'était pas enchaîné. Oui. Potiphar était très avenant avec Joseph. Mais évidemment, l'épouse de Potiphar qui voulait séduire Joseph pour l'amener
à commettre un adultère, voilà, à mentir sur Joseph, etc. Ça, c'était une autre affaire. Vous voyez? Donc, on voit que la question de la servilité, telle que pratiquée par les peuples mélano-africains, par les Noirs, et puis celle qui a été faite par les Blancs, par les Indo-Européens, c'est totalement différent. Et maintenant, en Afrique, bon, vous voyez, par exemple, chez les Bantous, mais celui qui est dans la servilité, là, il garde toujours son statut de Bantou, c'est-à-dire d'être humain. Il a toujours son statut d'être humain. Il n'est pas un meuble. Il n'est pas un meuble, c'est un être humain. Vous voyez? Et puis, à partir de la deuxième génération, c'est fini. Ceux-là, par exemple, les descendants de Kanga ou de Donkor, c'est-à-dire ceux qui ont été achetés, mais à partir de la deuxième génération, vous ne pouvez plus les vendre. Vous ne pouvez pas les vendre, jamais, c'est interdit. Parce qu'ils sont membres du lignage de leur maître. C'est comme ça en Afrique. Et c'était, en Égypte antique, c'était comme ça. Mais c'est-à-dire qu'il occupe le bas de l'échelle. Il occupe le bas de l'échelle sociale. Mais il n'est pas un meuble, il garde sa qualité d'être humain. C'est ça qui fait la différence entre les pratiques de servilité, notamment chez les Indo-Européens et chez les Africains. Et si donc, sur le principe de considérer l'être humain acheté comme un meuble, dans ce cas, on peut dire qu'il n'y a pas eu d'esclavage en Afrique, encore moins en Égypte antique. Mais il y a eu des servilités. Les modes de servilité, ça, il y en avait. Il faut savoir. Parce que quand les Égyptiens anciens se sont débarrassés des Hyksos, notamment on a vu la dynastie, la 25e dynastie que certains ouvrages mensongers ont appelé les pharaons noirs, comme si les pharaons qui ont précédé les pharaons de la 25e dynastie étaient des blancs. Non, ils étaient tous noirs. Seulement les pharaons de la 25e dynastie, et ils étaient de la zone de Couche. C'est-à-dire, voilà, ils étaient de la zone de Couche, hein, qui est beaucoup plus au sud. Vous voyez, beaucoup plus au sud. Vous voyez. Donc c'est cela. Et là, ils ont été très durs avec les Hyksos. Et aussi durs avec les Hittites, parce que ceux-là les attaquaient militairement. Ils les attaquaient militairement. Vous voyez, ils les attaquaient militairement. Mais ils n'ont jamais dénié leur humanité. Jamais. Jamais dénié leur humanité. Et c'est ça qui fait la différence. C'est ça qui fait la différence. C'est ça qui fait la différence. C'est pour ça que vous voyez, par exemple, les Baoulés, ils distinguent Kanga, l'homme qui a été acheté, et puis Kanga Ba, son descendant. Hein? Le descendant de l'homme de servilité, ouais, je ne peux pas utiliser le terme d'esclave, alors que c'est le terme qui est le plus facile à utiliser. Chez les Agneaux, on l'appelle Abouroua. Vous voyez? Donc, on ne peut pas nier aussi l'existence de la servilité. Par exemple, dans le royaume d'Undénia, en Côte d'Ivoire, dans la région d'Abangrou, quand le roi décède, je touche du bois, mais il y a un rituel d'inversion qui fait que les descendants des esclaves, là, les Moulouas, là, ils viennent occuper la cour royale. Et ils exigent que tous ceux qui arrivent payent quelque chose. Et puis eux-mêmes, ils intronisent un roi, disons, factice. Parce que c'est comme si quand le roi est décédé, c'est comme s'il y a un désordre qui s'installe. Et ils n'ont pas honte de dire qu'ils sont descendants d'esclaves. Ça ne leur fait pas honte. Ce rituel d'inversion est fait. Ça ne leur fait pas honte. Non, pas du tout. Et d'ailleurs, c'est pour ça que chez les Ashanti, il y avait un dicton qui dit « Obi intre obiase », c'est-à-dire qu'il ne faut pas révéler les origines de quelqu'un. Si tu dis comme ça devant le visage de quelqu'un, « Oh, toi, descendant d'esclaves, là », mais tu vas être convoqué à la cour du roi et tu vas payer une amende très élevée. Vous voyez? Vous voyez? Donc, c'est cela. C'est quand souvent il y a des questions de succession au siège des ancêtres et que des descendants d'esclaves veulent se positionner d'une façon, je peux dire, bon, dans ce cas-là, alors on leur rappelle, alors ceux qui sont descendants des ancêtres, ceux qu'on appelle Odichiens, les nobles, alors ils vont rappeler à ces descendants d'esclaves, et vous savez d'où vous venez. Voilà, donc c'est comme ça. Mais sinon, dans la vie ordinaire, les gens ne sont pas censés savoir, et même s'ils le savent, ils se taisent, parce que si tu le dis comme ça, il y a même un roi, je crois, Ashanti, qui souvent se riait de certains de ses sujets qui étaient descendants d'esclaves, mais il a été déposé à cause de cela. Il a été déposé à cause de cela. Vous voyez? Donc, la question de la servilité et de l'esclavage, en Afrique, dans ce cas-là, on parlera simplement de servilité et non d'esclavage.
Mais des gens qui étaient soumis à un maître, ça a toujours existé en Afrique. Ça a existé en Afrique. Aussi bien en Égypte antique que dans le reste de l'Afrique. Vous voyez. Donc c'est cela. Et puis d'ailleurs, même en Afrique, même au sein des lignages, hein, s'il y a un descendant d'esclaves qui est dynamique, on peut lui permettre d'exercer une sorte de régence. Vous voyez. On peut lui permettre d'exercer une sorte de régence, notamment comme chef de famille, chef du matrilignage. Chez les Akans, ça existait, ce qu'on appelle le rôle de Abou Sampagni, le chef du matrilignage. On peut permettre à un descendant d'esclaves d'être chef de matrilignage. Vous voyez. Donc, la question de la servilité en Afrique a toujours été différente de celle des Caucasiens, des Indo-Européens. Les Indo-Européens, même quand ils avaient des rapports avec une esclave et qu'ils faisaient des enfants avec elle, ils savent que ce sont ses descendants, mais ils les maintiennent dans l'esclavage. Voilà. Parce que pour eux, je ne sais pas si c'est le désir seulement du bien matériel, mais en Afrique, ce n'était pas comme ça, c'était différent. Maintenant, il y avait une autre forme de servilité de ceux qui sont considérés comme des serviteurs récalcitrants, hein, récalcitrants, mauvais, au point même d'être capables de menacer la vie de leur maître. Ceux-là, c'est ceux-là qu'on appelle Ahele. Qu'on appelle Ahele. Notamment en Agni, on les appelle les Ahele. Et ceux-là, ben, quand les rois meurent, quand les reines meurent, ils sont bons pour le sacrifice rituel, pour accompagner le roi ou la reine dans l'au-delà. Et ça, cette pratique aussi, chez les Bantous, on voyait cela. Et donc, voilà un peu, c'est cela. Et là, ce sont les serviteurs récalcitrants et dangereux. Comme on l'a vu avec les Hittites, les Hyksos et tous ces peuples qui nomadisaient et qui venaient faire des pillages, faire des razzias en Égypte antique parce qu'ils étaient affamés. Mais quand tu es affamé, il faut demander simplement, on va te donner à manger. Ouais, donc, c'est un peu cela. Donc, voilà un peu la précision que j'ai voulu faire. Il y a eu la servilité en Égypte antique et la servilité en Afrique noire. Enfin, de toute façon, l'Égypte antique fait partie de l'Afrique noire, mais pas l'esclavage tel que pratiqué par les Caucasiens, les Indo-Européens, où l'être humain est réduit à l'état de meuble. C'est-à-dire qu'il perd sa qualité d'être humain. En Afrique, les gens n'ont jamais fait cela. En Égypte antique, les gens n'ont jamais fait cela. On reconnaît toujours le captif là, comme un être humain. Voilà. Et même, je l'ai dit, le maître chez les Akans même pouvait donner sa propre fille en mariage à un captif. Ouais. Et très souvent, les femmes prises dans servilité, leurs maîtres les épousaient. Ça, c'était systématique, leurs maîtres les épousaient. Il est même dit que dans le royaume d'Abomey, dans le Dahomey, les princes là, les fils du roi là, souvent leurs mères étaient des femmes serviles. C'était des femmes serviles. Ouais, c'était des femmes serviles. Donc c'est cela. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny. Il a fallu que je fasse cette vidéo de précision parce que il y a un de mes auditeurs là qui se fait appeler le sorcier. Il ne sait pas pourquoi il se donne ce nom. Mais, comme je l'ai dit, il fallait que je lui fasse des précisions. C'est à cause de lui-même que j'ai fait cette vidéo-là. Sinon, la question de la servilité existe. Les mots pour dire quelqu'un qui est dans une situation de servilité, ça existe. J'ai cité le cas de Donko. J'ai cité le cas de Kanga. Et puis chez les peuples Mandingue, Bambara et autres, ils disent John. John, c'est celui qui est dans l'état de servilité. Vous voyez, c'est comme ça. Chez les Ojukru de Côte d'Ivoire, peuple Lacan, lagunaire de la zone de Dabou, ils disent Adou. Voilà. Celui qui est dans un état de servilité, on l'appelle Adou. Mais il y avait différentes formes de servilité. Il distinguait celui qui a acheté, Donko, Kanga, de celui qui a été pris en guerre. Et celui qui a été captif de guerre, on lui donne un autre nom. Vous voyez, les Agnis d'abord se l'appellent Angama. Et puis les Tuifo, comme les Ashanti, l'appellent Domu. Domu, ça veut dire dans la guerre. Dans la guerre. Ou dans l'armée. Domu, dans l'armée, dans la guerre. Ouais. Donc il y a différentes situations de servilité. Et puis maintenant, le débiteur insolvable, là aussi, il y a un cas. Là, on appelle Aoba. Jusqu'à ce qu'il rembourse. Bon, ou alors c'est un de ses parents qu'on prend.
il est en état d'aoba, c'est-à-dire de débiteur, donc il est retenu. Jusqu'à ce que, bon, quand le remboursement est fait, bon, la personne retourne en famille chez elle. Vous voyez. Donc il y avait différents états de servilité. Alors, monsieur le sorcier, voilà, j'ai fait cette précision-là pour que tu comprennes. Si on définit l'esclave comme celui qui est un meuble, qui perd son humanité, dans ce cas, on va dire qu'il n'y avait pas d'esclave en Afrique. Mais si on enlève ce critère-là, pour dire simplement que l'esclave, c'est celui qui n'est pas un homme libre, là, on peut dire qu'en Afrique aussi, il y en avait. Mais, comme les Caucasiens, eux, ils définissent l'esclave comme quelqu'un qui est un meuble animé, qui perd son humanité. Dans ce cas-là, il n'y a pas eu d'esclavage en Afrique, encore moins en Égypte antique. Voilà. Si bien que ceux qui ont bâti, enfin, je dis les ouvriers qui travaillaient à la construction des pyramides, ceux-là, c'est-à-dire quoi? Ils recevaient une paix. Ils étaient payés. Voilà. Même quand ils étaient en état de servilité, ils étaient payés. Vous voyez, ils étaient payés. C'est comme ça. Parce que le fruit de leur travail, le tiers leur revient. Le tiers de leur travail leur revient. Voilà, c'est comme ça. Le tiers leur revient. Il est même dit qu'il y a un donko, disons un captif, qui dans le royaume de Saye Yuoso, il est devenu très riche et il participait à grands frais aux obsèques des chefs et des rois. Vous voyez. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny. Université qui est à Abidjan, à Cocody. Abidjan, c'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Merci et bonne journée à tous.